Florent, je vais te laisser te présenter parce qu'en fait, le sujet du jour, Florent, tu es un nomade, tu es un entrepreneur nomade et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'imagine, peut-être que je suis en plein fantasme, qu'il faut quand même avoir une sacrée dose d'efficacité et d'organisation pour pouvoir à la fois mener son business et le fait de se déplacer comme ça et de pouvoir découvrir le monde comme ce que tu es en train de faire. Donc, comment tu fais, Je te Florent, rejoins pour là-dessus. vendre tout en étant nomade? Dis-nous tout. Alors, déjà pour les personnes qui découvriraient ma trogne aujourd'hui, je m'appelle Florent Carrère, j'ai été copywriter pour plus de 50 entrepreneurs francophones depuis 2018. Donc, je les ai aidés à vendre leurs produits, leurs services, leurs accompagnements en rédigeant des textes qui allaient sur leur site, sur leur newsletter, un petit peu partout. Et depuis début 2024, j'ai pivoté pour accompagner des copywriters à développer leur activité tout en voyageant, tout en ayant un peu la vie qu'on nous dépeint quand on tombe dans cet univers, mais comme tu l'as dit, qui est pas toujours évidente à avoir. Donc ça c'est depuis 2018, ça s'est traduit par beaucoup de voyages, pas énormément, mais 5-6 pays visités où j'ai pu vivre aussi, où j'ai pu tester aussi le travail à distance sur différents fuseaux horaires, ce qui est pas toujours évident. C'est clair. Et actuellement, je suis en France, je suis à Nantes et je vais repartir fin mars en Australie avec mon petit frère. Oh, Voilà. génial. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme voyage, comme pays déjà, Florent? Alors le premier vraiment où j'ai travaillé / vécu en tant que digital nomade, ça a été l'Australie. C'était juste avant le Covid. C'est d'ailleurs le Covid qui nous a fait rentrer. J'étais parti avec mon meilleur ami. Et voilà, du jour au lendemain, tu sais pas trop ce qui se passe. On t'annonce un peu la fin du monde. Donc, mine de rien, ça fait flipper quand t'es à l'autre bout du monde. Et que à l'époque, t'as 23, 24 ans. Donc on est rentré, mais ça a été 9 mois où du coup, on a pu travailler à distance, prendre des petits boulots aussi là-bas parce que moi, ça n'avait pas encore explosé, on va dire, avec des gros guillemets, sur la partie copywriting. Donc ça a été la première expérience à base de tu cherches les Wi-Fi où il y a la meilleure connexion, enfin les cafés où il y a les meilleurs Wi-Fi. Tu fais avec les fuseaux horaires, tu fais avec des clients parfois qui sont avec certaines exigences. Donc voilà, il y a tout ça. Et après être rentré en France, je crois que je suis resté en France 1 an, tu vois, pendant la période un peu Covid, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop si c'est la fin du monde encore ou ça va finalement. Et après, je suis reparti. On était parti au Mexique pendant 6 mois. Sympa. Au Mexique pendant 6 mois. Et donc, l'idée, c'était de voyager dans le Mexique en suivant la côte. Et ça a été, pareil, une expérience hyper intéressante. Et je pense que dans le côté voyage et travail, vraiment digital nomade, c'est là que j'ai réalisé que moi, ce qui me plaisait, c'était pas forcément d'enchaîner les destinations, tu vois, à toute vitesse. C'était plutôt d'arriver dans un endroit, une petite ville, petit village en bord de mer. Voilà, se poser là pendant 1 mois et demi, apprendre aussi, tiens, avec les locaux. Parce que quand tu vas toujours chercher ta baguette dans la même boulangerie ou toi, quand tu vas prendre ton café au même endroit, forcément, la dame ou le En monsieur derrière Mexique, le t'allais quand comptoir. même chercher ta baguette. Ah ouais, ouais. Quand je peux, attends, c'est sacré. Donc en fait, t'as deux critères vous avez deux critères dans le choix de la destination, c'est qu'il faut qu'il y ait du Wi-Fi et des baguettes. Alors le Wi-Fi, c'est indéniable. Les baguettes, quand ça fait plusieurs mois que t'es loin de la France quand même, qu'il y a un petit panneau avec un drapeau bleu, blanc, rouge, t'es content quand même d'avoir ta petite baguette, ouais. Ça fait plaisir. Ok, donc Australie, Mexique, où t'es allé encore? Après, il y a eu la Colombie plus récemment. Colombie où on a passé 6 mois encore une fois, 4 mois à Medellín, donc sur un plateau entouré par les montagnes avec mi-jungle, mi-ville. C'était il y a 1 an, un peu plus d'1 an, 1 an et demi. Et ensuite, moi j'ai apprécié Medellín, tu vois, parce que c'est trop bien. C'est la musique colombienne dans les rues à toute heure. C'est voilà l'instinct sud-américain où tout est facile, tout est joyeux. Mais je sentais aussi que j'avais aussi envie de quelque chose de plus calme. Donc on est parti sur la côte nord colombienne, dans les Caraïbes, où là pour le coup c'était beaucoup plus calme. Et ensuite on a filé au Pérou avant de rentrer en France. Bon ben voilà, on vous a fait voyager, on vous a fait quasi faire un tour de la planète en l'espace de quelques minutes. Et
Alors, donc, question, comment ça se passe pour toi? Donc, on a compris ta décision et ce qui a motivé le fait que tu décides comme ça de partir et d'aller découvrir le monde. Et comment on part avec quoi? Son ordi, son téléphone, ses clients? Ses clients, on les trouve une fois sur place. Comment ça s'est passé en fait? Alors, ça a été, moi, je prends le parti d'avoir que des clients en France, ou du moins en francophonie. Tout simplement parce que quand tu écris pour vendre, ben, la langue que je vais le plus utiliser, c'est le français. Je pourrais le faire en anglais, mais tu vois, c'est par envie de simplicité, j'ai pas envie d'aller sur un terrain où je vais pas être le plus à l'aise de base. Donc j'ai gardé le français, avec des clients français. Et quand je suis en voyage, ben, comme tout le monde peut le faire, hein, c'est une histoire de se coordonner avec les clients. Quand il y a des appels, c'est voilà, se caler pour pas se manquer et être le plus efficace possible. Et après, bah, tu pars avec un petit peu là ce que j'ai devant moi, tu vois, l'ordinateur qui euh, qui va bientôt rendre l'âme, mais bon, il m'a beaucoup servi. Un micro, la souris, et puis un petit bouquin derrière qui permet de le surélever, voilà, pour bosser D'accord. tranquillement. Après, il y a aussi des petits accessoires, on va dire, en plus, qui peuvent être hyper pertinents. Si pour les gens qui font de la vidéo, il y a souvent les trépieds pour se filmer, c'est facile à ranger, tu le mets dans un sac à dos. Il y a les micros un petit peu plus, parce que là, bon, j'ai pas envie de vous casser les oreilles, tu vois, il est comme ça, qui prend un peu de Ok. place. Mais tu as des micros beaucoup plus compacts qui sont facilement transportables également. Ça va vraiment dépendre du métier, mais en tant que copywriter et quand tu as juste, entre guillemets, besoin de ton clavier pour aller chercher des informations et vendre derrière, c'est le plus efficace. Et je pense que plus c'est simple quand tu pars en tant que digital nomade, plus ton expérience est bonne. Ok, ouais, c'est vraiment simplifié au maximum. Alors moi, j'étais nomade, mais qu'entre deux régions françaises. Mais déjà, là, l'idée, c'était, à force de faire toujours les mêmes trajets, me dire, mais j'ai pas besoin de me trimballer tous mes cahiers. Alors, je sais pas si c'est un truc spécifiquement féminin, hein, mais moi, j'aime bien écrire, j'aime bien avoir des jolis cahiers, etc. Bon, à un moment, je trimballais ma bibliothèque. Et donc, j'ai commencé à réduire et à réduire. Et en fait, ça faisait vachement bien de réduire et d'avoir que le strict minimum. Je trouvais que je gagnais énormément de temps quand je refaisais ma valise. Et je savais exactement ce dont j'avais besoin, quoi. Déjà, ça, gain de temps, et puis tu t'y retrouves facilement. Et du coup, toi, alors là, on parle de matériel, mais comment tu as fait? Tu as informé tes clients, en fait, tes clients, ils savent déjà que tu es nomade. Comment ça se passe sur ta semaine? Parce que tu as aussi la problématique des fuseaux horaires en fonction de ta destination. Tu te cales des points avec tes clients, parce que, OK, ton job, c'est d'écrire pour tes clients, mais il y a bien un moment où tu échanges avec eux, où ils vont pouvoir eux échanger avec toi pour les nouveaux, etc. Ouais, 100%. Mais je rebondis sur ce que tu as dit juste avant, sur le fait de prendre plein de trucs, de vouloir entasser, et puis finalement quand tu bouges, c'est un truc que j'ai connu quand je suis parti en Australie la première fois. Et je suis parti avec un gros sac à dos, plein de bouquins, mais des bouquins épais comme ça, que en 9 mois, mais j'ai pas lu en fait. Et là, avec mon petit frère que je vais accompagner au mois de mars, pareil, il était dans la même dynamique. Ouais, j'avais besoin de plein d'affaires et tout. Il avait acheté un gros sac comme ça et tout. Je lui fais vraiment, prends un sac à dos cabine, tout ce que tu as besoin, tu pourras l'acheter sur place. Hein, ils ont des magasins, ils ont tout. Et souvent, on se dit, voilà, est-ce que je vais trouver ce qu'il me faut sur place? Mais dans la plupart des pays, tu trouves ce que tu veux, ce que tu as besoin. Et t'as pas besoin de te trimballer ta garde-robe entière ou ta bibliothèque entière. Mais c'est contre-intuitif au départ, complètement contre-intuitif. Et par contre, Et alors je pour, sais pas, ouais, mais vas-y. retour après, je trouve que, enfin, en tous les cas pour moi, c'est quelque chose que j'ai gardé. C'est-à-dire le minimalisme et continuer à me dire dans mon quotidien, mais est-ce que ça j'en ai besoin? Ou finalement réduire les choses, c'est quelque chose que j'ai gardé. Ouais, moi aussi. Parce que, et même, tu vois, je l'ai dupliqué au côté business dont on pourra parler tout à l'heure. Ouais. Tu vois, dans les offres, dans la manière de vendre, dans la présence en ligne. C'est quelque chose, alors sans tomber dans le minimaliste extrême, tu vois, qui a juste une table, un tabouret et des murs blancs. Enfin, tu vois que c'est pas trop le mood. Ouais, c'est quelque chose aussi qui est applicable dans le business. Et quand tu es digital nomade, moi, c'est ce que je recommande. Je trouve que la simplicité provoque la créativité. Parce que quand t'as pas 10 000 choses à penser ou 10 000 choses à emporter avec toi, tu as beaucoup plus d'espace mental pour bah, faire ton taf correctement, quoi. Bah, c'est un lien que je peux faire clairement quand on est multipassionné ou multipreneur, vu qu'on a toujours trois idées qui poussent à la minute, et d'arriver à travailler, à canaliser ça, justement, pour arriver à revenir sur quelque chose où on est efficace. Ouais. Mm. Et pour répondre à ta question, comment je fais avec les clients, du coup?
Oui. C'est très simple. J'ai souvent, quand j'ai la date de départ, je vais les prévenir un mois, voire plus à l'avance, le plus tôt possible. Je vais mettre des petits rappels, des petites graines au fur et à mesure que l'échéance avance. Et une fois sur place, on va s'arranger quand il y a besoin de faire des calls. Moi, j'ai la chance de pas avoir énormément de calls. Il y a un call en début de projet quand j'ai un projet copywriting. Et maintenant en coaching, il y a un call avec la personne par semaine, voire un peu plus, plus de calls s'il y a plus de personnes en coaching. Donc, comment je fais pour les fuseaux horaires? C'est moi qui m'arrange, c'est-à-dire que on trouve un terrain d'entente, par exemple 10 heures en France. Là, je sais qu'en Australie et ensuite au Vietnam, ce sera probablement 15 heures là-bas, surtout au Vietnam. C'est moi qui m'arrange. C'est mon choix de partir, donc moi je considère que c'est pas à la personne de faire avec mes envies de voyage, c'est plutôt à moi, tu vois, de m'arranger de ce côté-là. Ok. Alors, je connais d'autres personnes qui, elles, font l'inverse, c'est-à-dire qu'elles informent et en gros, elles redonnent les nouveaux créneaux en disant, voilà, c'est dans ces créneaux-là désormais que je vais être dispo. Ok, tout est donc possible et envisageable. C'est quelque chose que tes clients apprécient? Je pense que oui, mais ils sont pas au courant. En C'est fait, tu ça. vois, je leur dis pas, c'est moi qui m'arrange. Parce que dans le côté expérience, quand tu fais du coaching, j'imagine que tu sais de quoi je vais parler, mais pour moi, l'expérience et tu vois ce qui va englober vraiment ce que la personne va en retirer. Genre, tu peux dire les plus belles choses du monde niveau business, niveau copywriting, mais si la personne elle est pas dans les bonnes conditions pour le recevoir, ça va pas être retenu. Et en coaching, j'évite d'en parler parce que j'ai pas envie que la personne elle se dise il s'arrange pour moi, tu vois. Je veux vraiment que la personne elle soit là pour elle, avec ses problèmes, ses challenges, et que moi je puisse y répondre directement. 100%. Tu es à 100% dedans. 100% Ouais, à fond ouais. avec ton client et à rendre le terrain favorable pour être vraiment sur la problématique de cœur. Ouais. C'est ça. Et après, pour l'instant, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien, je suis content. Peut-être que quand j'aurai 10 personnes en même temps, je reverrai l'approche. Mais pour l'instant, je suis dans une dynamique où je peux le faire, donc je le fais et ça me convient. Comment tu les trouves, tes clients, en étant à l'autre bout de la planète? Je suis sur les réseaux, je suis sur principalement Instagram, LinkedIn. J'ai une toute petite chaîne YouTube et c'est principalement via LinkedIn et Instagram que Ok. soit je vais échanger avec eux directement quand je vois un intérêt vis-à-vis de tout ce que je partage, soit ils tombent sur ma newsletter où je partage des trucs de copywriting, de comment développer son activité, comment gommer un petit peu le syndrome de l'imposteur, tout ce qui va graviter autour d'une activité de copywriter freelance. Et donc, il y a plusieurs portes d'entrée. Je fais une chose, mais il y a plusieurs portes d'entrée. Ok, intéressant. Donc, Instagram, LinkedIn, tu renvoies sur ta newsletter et puis tu écris extrêmement bien aussi. Dis donc d'ailleurs, je pose une autre question qui n'a rien à voir, mais on devient copywriter parce qu'on aime écrire. Je crois que ça, c'est une grosse connerie, non? Ouais. Ça, c'est l'argument marketing numéro 1 des mecs qui veulent te vendre leur formation en copywriting et qui te Ok, disent, bon t'inquiète, conseil de base, si on vous vend ça, n'achetez pas. si on se base que sur ça, vous risquez d'être déçu en fait. Parce que, moi je suis tombé dans le copywriting, mais à la base, j'avais commencé le e-commerce avec le dropshipping en 2017. Et je dis à chaque fois, c'était juste pour faire de l'argent. Tu vois. Je voulais juste pas retourner en cours et faire de l'argent, vivre ma meilleure vie. Et après plusieurs mois ça fonctionne un tout petit peu, mais bon, j'ai fait le bilan. En fait, j'ai réalisé, tu vois, que je voulais faire de l'argent, aucun doute là-dessus, mais que le projet, ça se voyait, j'étais pas assez investi à chaque nouvelle boutique e-commerce, tu vois, pour persévérer. Donc, j'ai fait le bilan et je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris plein de trucs. Il y avait le copywriting et c'est comme ça que j'ai commencé à proposer mes services sur une plateforme à l'époque. Maintenant, commencer uniquement parce que tu aimes écrire, pour moi, c'est risqué d'être déçu et je sais que ça va probablement repousser des gens. Tu vois, quand je dis ça, c'est pas du tout marketing friendly, mais c'est la réalité parce que tu passes pas ta vie à écrire quand tu es copywriter. Tu passes ta vie à faire des recherches, à essayer de comprendre la psychologie d'une personne, d'une typologie de client. Tu compares, tu as besoin de créativité, d'espace mental disponible pour aller trouver des idées. Alors avec le temps, il y a des automatismes qui se créent, il y a des systèmes que tu mets en place, puis tu te connais de plus en plus. Donc tu sais ce qui va résonner aussi chez ton audience.
Mais ouais, c'est pas uniquement écrire. Je pense que, alors si t'aimes écrire et il y a une fibre littéraire, c'est bien. Mais il faut juste réaliser aussi que c'est beaucoup de psychologie. Il faut avoir un intérêt pour la psychologie également. Je pense qu'il faut aussi un intérêt pour avoir envie d'aider les gens. Parce que, ok, tu vas aider tes clients, mais tes clients eux-mêmes, ils ont des clients ou des prospects. Et il faut aussi prendre en compte ces personnes-là. Moi, c'est principalement pour ça que je fais. Tu vois, j'ai l'impression d'être, tu vois, ce prisme-là où tu mets la lumière et ça part dans tous les sens. Je sais pas, un kaléidoscope, un truc comme ça. Ah oui, Je sais pas kaléidoscope. comment ça s'appelle, mais j'ai l'impression de faire ça, tu vois, quand je fais du copywriting. Tu mets quelque chose, t'écris un message et ça peut aider plusieurs personnes à partir d'un seul message. Donc ouais, un intérêt pour l'écriture et pour aider les gens, je pense. Donc ça a évolué Mais dans c'est ton très expérience. personnel. Ouais, c'est très personnel, mais aussi le sens que tu as donné à ton parcours entrepreneurial, il a aussi évolué. Ouais. Il a- Ouais. Au début, c'était le e-commerce, faire de l'argent rapide. Après, ça a été vivre du copywriting. Bon, faire de l'argent, ça a toujours été là, hein, mais je crois que c'est sur la plateforme où j'ai passé 3 ans, où j'étais bien établi, j'arrivais à en vivre, mais j'avais pas forcément de satisfaction parce que quand tu es sur une plateforme, la plupart des services que tu vas vendre, au début, c'était à 5 euros la fiche produit, tu vois. Donc à 5 euros la fiche produit, moins les 1 euro de la plateforme, moins l'URSSAF, ça fait une baguette. Voilà. C'est pour ça. Potentiellement. C'est pour ça que tu étais si attaché, en fait, peut-être. Voilà. Et je me suis rendu compte après 3 ans, tu vois, que ça me nourrissait pas parce que tu dois faire du volume, du coup tu prends tous les projets qui passent. Et donc il y a eu une deuxième remise en question après 3 ans où je me suis dit est-ce que j'aime vraiment le copywriting? J'ai réalisé que oui, mais pas de cette manière. Donc je suis sorti de la plateforme et là ça a été le début, je pense, du vrai freelancing à part entière. Trouver des clients, faire du contenu, syndrome de Ok. l'imposteur, en veux-tu, en voilà. Tu vois. Parce que quand tu commences en tant que copywriter, forcément, tu as des modèles, tu as des mentors, tu as des personnes, tu les regardes, tu dis, oh, ça c'est stylé ce qu'ils font. Puis tu regardes ce que tu fais et tu fais pas ça en fait. Donc, moi, c'était plus vis-à-vis des chiffres au départ. C'est-à-dire, je voyais des gens faire, des copywriters faire 10 000 euros par lancement pour leurs clients. Je me disais, bon, le jour où je vais faire 10 000 euros pour un client, on est bien. Hein. Puis, c'est arrivé. Et puis, du coup, je regardais les gens qui faisaient 50 000 pour leurs clients. Tu vois. Et par palier, j'ai été aux 50 000 et après je regardais les 100 000. Donc, tu vois, pendant une période, ça a fait que grimper. Et finalement, à un moment, tu réalises en fait que tu peux faire 50 000 ou 100 000 pour tes clients, mais c'est pas forcément, eux, ils vont être contents. Mais après, il y a tout un, toute une sphère qui concerne comment tu vas te sentir dans un projet. Est-ce que tu travailles avec les bonnes personnes? Est-ce que ça te correspond? Est-ce que finalement, faire 100 000, mais avec des techniques marketing un peu pétées, c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Tu vois. Donc ouais, syndrome de l'imposteur et plus récemment, là, quand je suis devenu coach ou guide pour copywriter, pareil, je me disais, alors que rationnellement, tu vois, les éléments, je les avais. Mais je me disais, pourquoi en fait, on m'écouterait? Et qu'est-ce qui Mais je pense que c'est t'aide normal, hein. à dépasser ça? Ouais, moi, je trouve que c'est quelque part normal parce que ça. Je me dis, et si on n'avait pas ce syndrome-là, quelque part, moi, j'ai l'impression qu'on serait un peu déconnecté, tu vois. Et, Mm. j'ai l'impression que c'est normal. En plus, c'est quand même quelque chose de commun avec tout le monde. Je pense que l'idée, c'est de continuer à avancer. C'est qu'à partir du moment où c'est pas ça qui va nous bloquer dans ce qu'on a envie de mettre en place ou d'expérimenter, c'est ok. C'est un peu comme si tu me disais, t'as jamais eu peur, quoi. Je te croirais pas. En plus, t'es allé dans la jungle et tout. Je suis sûre que là, t'as eu peur. Hein. Dans la jungle, non, ça allait. Ça allait. Une fois où j'ai eu peur, ça a dû arriver. Hein. Je crois que c'était. Moi, ce qui me fait peur, c'est la mer, c'est l'océan, mais quand je nage et j'ai pas pied. Dès que tu regardes l'eau, tu vois pas ce qu'il y a en dessous de toi. Ça me fait flipper. De Ah, c'est ouf. marrant. Par contre, plongée sous-marine, kayak sur l'eau, en veux-tu, en voilà, mais quand moi, j'ai les petites pattes là qui sont dans l'eau et que je vois pas ce qu'il y a autour, là, je crois que j'ai regardé trop de films quand j'étais petit où il se passe un truc. Alors que les poissons, ils passent et ils s'en foutent. Hein, ils tracent. Hein. Et Mais
Tiens, d'ailleurs, Vas-y. attends, t'as un souvenir ou un moment qui t'a marqué dans tes voyages, dans ton expérience nomade. Alors, moi, j'aimerais bien un souvenir chouette avec un client ou un endroit où t'étais en train de bosser, où là, tu te disais, c'était magique. Je suis sûre que t'en as vécu des moments comme ça. Tu te dis, putain, quand même, Ouais. je sais pourquoi je fais ça, ou voilà. Et puis un autre où parfois tu te dis, putain, est-ce que je sais vraiment pourquoi je fais ça, quoi. Ok. Tu veux lequel en premier? Vas-y, celui qui te vient, là. Euh, alors, dans le positif, il y en a eu deux. Le négatif, je crois qu'il y en a eu plein, hein, mais ça viendra après. Positif, le premier, c'était premier voyage en Australie. On, on commence à bosser, ça se passe pas très bien parce que la saison des fruits était lancée, mais il n'y avait pas les fruits assez mûrs pour pouvoir les récolter. On faisait à l'époque du travail en ferme. Et moi, j'avais encore à côté la plateforme de freelance, tu vois. Je commençais. Donc, j'arrivais pas à en vivre, donc je prenais des petits tafs à côté avec Ellie, mon meilleur ami. Et ce qui s'est passé, c'est que on avait une voiture et je prenais des petits boulots sur un Gumtree qui est l'équivalent d'un Le Bon Coin. Je cherche de la main-d'œuvre, voilà, pour des petits services. Et je fais 40 minutes de route. Je débarque dans la banlieue de Melbourne et il y a une petite dame qui m'attend sur sa chaise à l'extérieur de chez elle pour refaire un peu son jardin, sa pépinière, je sais pas comment trop ça s'appelle. Enfin, remettre un peu d'ordre, faire un beau truc pour Noël. À savoir que là-bas, les saisons sont inversées. Donc, c'était l'été. Elle m'attend et je vois elle a un truc au pied. Elle s'est fait opérer il y a pas longtemps. Du coup, elle peut pas s'occuper de son jardin. On en parle un peu. Je lui fais son jardin une après-midi. Je crois que j'avais passé 3 heures et elle était sous son petit porche. Elle me regardait avec sa canne, comme ça. On parlait de temps en temps. Puis on commence à bien parler vers la fin de l'après-midi et on parle de famille, on parle de ses voyages, on parle de moi ce que je fais là, voilà, avec mon pote. Elle me dit mais tu fais quoi pour Noël? Je fais bon alors rien, on est entre nous quoi, on va faire l'apéro et puis voilà, on verra où ça nous mène. Et en fait, elle nous a invités avec sa famille à Noël, cette dame que j'avais rencontrée, tu vois, chez qui j'étais arrivé 3 heures avant. Tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, quand même, t'es à 10 000 km de chez toi, tu rencontres une personne, enfin, je l'aurais jamais rencontrée autrement, cette dame, tu vois, on n'a probablement pas les mêmes centres d'intérêt. Et là, elle t'invite chez elle avec sa famille pour Noël, qui est quand même. Alors, ça dépend des familles, mais c'est un moment où généralement on se rassemble, on se retrouve, c'est particulier, quoi. Ça, c'était un des souvenirs qui m'a le plus marqué, ouais. Ouais, c'est beau. Euh, C'est en beau termes de de voir. voyage. Ouais, là, tu te dis, la nature humaine, elle est chouette. On nous Ouais, balance plein de trucs où la nature humaine, elle est horrible. Et ce genre de situation, ça fait du bien, je trouve. ouais. Ouais, sur le moment, je t'avoue que j'ai pas capté. C'est après quand j'en ai parlé, quand même. Jenny, elle s'appelle. J'espère qu'elle va bien. Jenny, grand-mère, c'est hyper moderne, je trouve. Ouais. Après, tu sais, anglophone, je crois qu'on se suit pas trop dans les prénoms. Alors, ce qui est moderne chez nous, peut-être que c'est un peu plus ancien Ouais. chez eux, vu qu'on a un Ah, train de c'est retard peut-être généralement. le français Jenny. Tu vois, Ouais, il y c'est a moyen. l'équivalent. Et, euh, et après, sinon, bah, il y avait un autre souvenir positif, c'était quand on était en Colombie. On était dans une ville qui s'appelle Taganga. C'est une ville, c'est un village de pêcheurs, grosso modo, planté entre deux montagnes. Donc, tu as vraiment le côté un peu pirate des Caraïbes, où tu as la baie, la plage, le village. C'est pas forcément un village très riche, mais à un moment, on avait pris un Airbnb un peu sur les hauteurs. Et ce qui s'était passé, c'est que le matin, tu te réveilles et tu as la vue sur la baie, tu as un grand soleil, tu prends ton café. Je me rappelle, j'étais comme ça, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, quand même, là, ça vaut le coup. On y est là. Là, on est avec toi. Ok, il y a un souvenir où tu t'es dit, Après, ouais. c'est cool quand même. Après, il y a eu quoi? En termes de voyage, travail, je crois que c'est quand j'étais au Mexique, euh, j'ai commencé à fumer les clopes. Et voilà, c'était plutôt une période où j'allais pas forcément bien, dans le sens problème de couple, tu vois. Mhm. Donc en fait, la clope est un peu devenue le côté échappatoire. Sauf que quand tu passes de fumer une clope par mois à fumer un paquet par jour, mon corps a pas trop aimé.
Et ça se comprend. Du coup, j'ai développé une pneumonie, il me semble. Et je me suis retrouvé le 24, encore une histoire de 24 décembre. Je me suis retrouvé aux urgences avec un espagnol éclaté au sol, c'est-à-dire mon espagnol, tu vois, alors très très moyen, et une dame qui était paniquée aux urgences parce que c'était pas du tout bon les résultats. Et là, je me suis dit, ah, quand même, Et là, là, tu ça étais va tout être seul. sport. Là, j'étais avec du coup ma copine de l'époque, et dans l'auberge de jeunesse où il y a des copains autour, il y avait. Mais moi, j'étais allé tout seul aux urgences parce que, tu vois, pour aller aux urgences. Et sauf que heureusement que j'avais un copain espagnol qui a pris les choses en main et qui a été faire le tour des pharmacies à 1h du matin, le 25 décembre, pour me trouver un respirateur pour faire des soins tous les jours. Mais là, je me suis dit, ouais, c'est un peu compliqué. Ça va pas être une chouette période. Bon, et ton Noël 2024, ça va, il s'est bien passé? 2024 en famille dans le sud de la France, Ok. dans le Luberon. Je sais pas si tu connais, c'est magnifique. Ouais, sympa, hein. Magnifique comme Ouais. région. Magnifique. Donc Bon, ça va. Florent, dis donc, si on revient un petit peu au business, Hmm. tu nous partageais donc la façon dont tes clients te trouvent sur tes canaux, donc sur les réseaux. Parce que toi, tu es principalement sur les réseaux. Quand on est nomade comme ça, il y a vraiment une utilité à être sur les réseaux. Ou tu as quand même des contacts en présentiel, enfin en physique. Comment ça se passe? Où toute ton activité se développe exclusivement sur les réseaux. Alors aujourd'hui, c'est exclusivement sur les réseaux. Maintenant, il y a des fois, quand je vais dans le sud de la France, il y a d'anciens clients avec qui j'ai gardé de très bons contacts que je peux voir ponctuellement pour aller manger un bout, aller boire un café. Tu vois, après, ça dépend vraiment des gens. Moi, je sais que de plus en plus, j'aime beaucoup remettre de l'humain et du présentiel dans ce que je fais, notamment, là, tu vois, on s'est rencontrés dans un mastermind Mm. et il me semble, pas énormément parlé avant ça, que ce soit sur le groupe du mastermind ou sur les réseaux. Et par contre, tu vois, le fait de rencontrer les gens en vrai, bah, tu connectes, tu crées des liens et tu te retrouves à faire des podcasts. Tu vois? Donc, moi, j'essaye de C'est pas qu'un vraiment remettre podcast, hein. C'est diffusé sur plein d'autres plateformes ce et même sur podcast. Mars. Et même Même sur sur... Mars. Ouais. D'ailleurs, il se régale, hein. J'ai reçu un message là. Ils sont en train de se dire, putain, mais j'apprends plein de trucs. Moi qui voulais être nomade sur la Terre, voilà, j'ai compris que ça pouvait passer par les réseaux. Ah bah là, tu vas recevoir plein de messages, tu vas pas comprendre, hein. Tu vas devoir développer une nouvelle branche dans ta boîte. Mais, Donc, pitié. euh, mais c'est bien, tu parles pas le martien? Écoute, je parle pas le martien, ça va me faire une formation, ça me demandait une formation supplémentaire. Là, Ok. je sais Après, pas. c'est pas Je évident sais au début, hein. pas. Ouais, c'est C'est vrai, pas, tu c'est pas maîtrises? forcément évident. Non, non, j'ai oublié. C'est comme le latin à l'école, tu fais une année, puis après tu sais que tu as fait latin, mais tu te demandes pourquoi. Ok, Mais, donc et l'importance du présentiel. ouais, Ouais. l'importance du présentiel, ça, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui revient un peu en flèche depuis De ouf. maintenant, je dirais, une bonne année, 1 année ou 2 ans, mais ça s'intensifie, de reconnecter avec les gens. Et la dernière fois, d'ailleurs, je lisais, qui est-ce qui disait ça? Je ne sais plus ce que je lisais. Enfin, en tous les cas, ça disait en substance qu'il y a tellement il y a tellement, bah tiens, on nous parle du martien multipotentiel en commentaire, mais oui, c'est une nouvelle catégorie, de l'importance justement d'aller remettre du lien et du fait aussi, et notamment sur les réseaux, on peut utiliser, on veut, tu en voilà, l'intelligence artificielle, on sait même plus parfois qui rédige les posts, est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est l'IA, et il commence à y avoir quand même cette scission et le besoin pour les gens de se dire, mais moi, en fait, je veux vraiment m'adresser à des humains et je veux retrouver des humains. Donc, on a eu le Covid, je trouve. On a eu déjà cette grosse phase de Covid qui a remis l'humain après. Et je trouve que là, on rentre dans une seconde vague où il y a eu tellement, tellement de choses en digital de proposer. Et moi-même, d'ailleurs, moi, je me mets dans l'eau. J'ai envie aussi de reconnecter avec l'humain. Alors, 100%. comment tu fais, C'est, toi, quand tu es nomade? bah, quand tu es nomade, c'est vrai qu'il y a un côté solitude quand tu pars tout seul. Ou après, quand tu pars avec quelqu'un, c'est un peu plus simple. Mais c'est vrai qu'il y a un côté solitude qu'il faut être capable d'appréhender, qui fait peur au départ.
Surtout quand tu as l'habitude d'être entouré, je sais pas, par des amis, par des collègues. Ça peut faire peur au départ de se retrouver tout seul. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien être dans mon coin, petit ermite, tranquille. Mais c'est vrai que quand tu vas rencontrer des gens en tant que digital nomade, c'est assez simple, hein. Tu as des auberges, tu as des coworking qui fleurissent un petit peu partout aujourd'hui. T'es t'es loin d'être isolé, on va dire, si tu ne veux pas l'être. Mais je pense que ce retour aux événements dont on parlait juste avant, c'est une bonne chose. Et pareil, les événements, t'en as partout. Que tu sois en France, qu'il y en avait en Colombie, il y en avait au Mexique, même si j'y allais pas trop. Ah ouais, il y avait C'est des événements d'entrepreneurs, tu le sentais aussi, tu le voyais dans d'autres pays. Ouais, bah, très rapidement, selon les villes. Alors c'est marrant parce que au Mexique, certaines villes sont organisées vraiment par, un peu comme aux États-Unis, par quadrillage, tu vois. Pas du tout comme en Ouais. France, où en France, ça part là, plein de passes, allez, hop, ça va dans tous les sens. Et là-bas, c'était, enfin, par quartier, pareil, tu vois vite le mood. Tu vois vite si c'est un quartier plutôt populaire, modeste, si c'est un quartier plutôt riche, de par, je sais pas, les restaurants, les hôtels, s'il y a les musées, tu vois. Et à partir de là, ouais, il y a même il me semble, il y a des suites, enfin, des chaînes d'hôtels, slash, auberges de jeunesse premium, qui sont vraiment spécialisées pour les digital nomades, mais un peu partout dans le monde, hein. D'accord. Tu vas avoir, Donc c'est en Amérique latine, tu vas avoir Selena, qui est très, très développée. Et c'est tout ce que je connais. Mais c'est pas trop OK. ma cam, donc. Donc c'est facilitant quelque part. Enfin, en tous les cas, ce sont des moyens qui sont mis à disposition et qui se développent de plus en plus. Et est-ce que ça fait partie quand même d'un de tes canaux de développement d'activité? Ou Non, non, pour toi, c'est non. exclusivement, enfin principalement en ligne? Moi, c'est principalement en ligne, même si en ligne et alors en présentiel, ça peut être en France, francophonie. D'accord. Aller à OK. des masterminds, des événements. Là, j'en profite pendant que je suis en France pour faire des lives, des podcasts, parce que c'est plus simple, tu vois, niveau timing. J'en profite aussi pour voir des gens dans la vraie vie, que j'ai pas forcément déjà rencontrés ou avec qui j'ai envie de développer une sorte de connexion. Et après, à l'étranger, c'est toujours intéressant de parler business, surtout vis-à-vis des anglophones. Je sais que quand je serai en Australie, je vais beaucoup aimer le côté. Ils ont une autre approche du marketing qui est plus bourrine, mais pas forcément plus. Pas forcément en manquant de respect. Oui. C'est assez dur à Oui. expliquer, Mais je trouve que ça mais permet de décomplexer, en fait, sur ouais, notre vision un peu française de la vente, de l'argent, etc. Et c'est chouette d'avoir justement d'autres cultures. Et puis après, bah, c'est toi, j'imagine, qui fais ton tri et tu vois ce que tu as envie de prendre et ce qui résonne pour toi, quoi, tout simplement. Euh, Chouette. Et alors, je voudrais revenir sur ces canaux de communication parce que je suis sûre que ça va intéresser pour celles et ceux qui hésitent, qui savent pas trop comment prendre les réseaux sociaux. Euh, donc toi, t'es copie à la base et la façon dont tu communiques en ligne, tu t'y prends comment? Sachant que je le rappelle, c'est ton premier canal de communication et pour trouver des clients en fait. ouais. Moi, c'est assez simple. J'ai mes contenus. Donc, j'ai mes 3 piliers de contenu. Ça va être le copywriting ou comment développer son activité de copywriter, la santé mentale quand on est indépendant, et le côté digital nomade où, comme je te le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de promesses, mais il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte si tu veux vraiment kiffer ton expérience. Donc, ça va s'articuler autour de ces 3 trucs. Et Ok. après, j'avais fait un travail l'an dernier avec une personne qui s'appelle Lise McIvor, qui un peu te guide dans ta stratégie digitale du côté en étant aligné, tu vois. Pas essayer de faire quelque chose qui te ressemble pas parce que les autres le font, mais trouver un truc qui te correspond. Donc, on avait défini ça, on avait défini mon côté un peu, alors je me considère pas forcément comme ça, mais aventure, exploration de nouveaux pays, nouvelles cultures. Donc en parler aussi, ça fait déjà des éléments différenciants. Mhm. Et après, à partir de ça, ça va être trouver des idées qui vont matcher avec ces univers pour apporter les messages que j'ai envie de faire passer. Je peux te donner un exemple pour illustrer tout Ah, ça. vas-y. Vas-y. Parce que de l'extérieur, ça peut être un peu flou. Mais tu vois, hier soir, euh, j'arrivais pas à dormir et j'avais trouvé une sorte de parallèle entre dans Le Seigneur des Anneaux
J'avais envie de faire un lien entre le côté, souvent quand t'es copywriter, t'as l'impression, parce qu'on t'a aussi vendu ça, hein, en te présentant l'activité, en vendant des formations, que tu vas changer le monde, que tu vas être trop bien financièrement, ce qui est loin d'être le cas pour la plupart des copywriters, et que voilà, c'est l'autoroute vers une vie que tu vas kiffer. Sauf que quand t'es copywriter et que tu prends cette approche, c'est-à-dire quand tu te considères comme le héros, bah c'est dur d'avoir des clients parce que tu veux faire du héros tes prospects. Tu veux que ce soit tes prospects qui soient les héros de leur propre histoire et toi être un guide. En fait, j'ai fait ce parallèle avec donc le Seigneur des Anneaux où Frodon, le gars dans sa comté, pieds nus, qui mange du fromage, qui court dans les champs, du jour au lendemain, il se retrouve habité d'une mission, d'une quête, à aller détruire l'anneau. Et bah, si ça tient qu'à lui, voilà, il y va pas, quoi. Il a besoin d'un guide. Tu vois, ce grand magicien blanc sur son cheval, avec son grand bâton, qui va le guider dans ses différentes aventures. Et en fait, je faisais ce parallèle pour dire qu'aujourd'hui, tu as besoin d'être ce magicien, ce guide pour tes prospects, pour les aider à accomplir leur quête, leur message, transmettre leurs valeurs, leur vision, et faire plus de ventes. C'est par effet domino. Ok. Donc ça tourne autour de mon univers, tu vois. Ouais. Le côté voyage, quête, aventure, le côté Ouais. guide, parce que souvent moi je dis que je guide les copywriters, tu vois. Ils ont des résultats avec moi, mais c'est eux qui font le taf. Moi je fais juste l'orientation, on va dire. Et donc du coup ça gravite autour de mon univers. Du coup tu fais un lien comme ça pour les gens qui sont intéressés par le côté digital nomade, ça peut être une porte d'entrée. Enfin, le voyage, l'exploration. Donc ça, c'est super intéressant ce que tu partages, parce qu'en même temps, c'est la façon dont tu vas, je suppose, mais tu me diras si je dis une connerie, toucher aussi émotionnellement, connecter émotionnellement avec ton audience. C'est-à-dire qu'elle peut se retrouver, elle, soit dans un de tes piliers, soit elle va se retrouver parce que elle aime le Seigneur des Anneaux et que ça va connecter aussi, elle va avoir l'image de l'histoire que tu es en train de raconter, soit ça va être le message dans lequel tu vas y mettre de l'émotion, c'est ça ? C'est ça. Elisa, niveau bac-12 en communication digitale. Donc, je traduis. Non, mais t'as super bien cerné le truc. Et Seigneur des Anneaux, parce que lecture, littérature, gros chef-d'œuvre de la littérature fantastique. Donc, forcément, beaucoup plus de chances de connecter avec des copywriters qui ont une fibre littéraire, la plupart. Et ensuite, côté voyage, ça renvoie à mon pilier. Ok, donc j'ajoute à ce que tu nous as dit aussi le fait que si on veut toucher plus de monde, on peut aussi aller chercher des références qui forcément vont parler à plus de monde. C'est le meilleur. Ouais. Surtout au départ. Ok. Surtout au départ, quand soit tu te lances, soit tu as un peu de mal à communiquer. En fait, tu as des piliers dans soit tes thématiques, soit dans ce que tu aimes. Hein. Moi, souvent, ce que je recommande, c'est OK, tu vas sur YouTube, tu regardes la liste de tes abonnements, il y a des piliers qui vont ressortir. Et à partir de ça, tu peux... typiquement, Mycorn, l'explorateur, c'est aussi une personne sur qui ça m'arrive de faire des posts. D'accord. Sur ces expéditions, et je fais un lien ensuite avec le copywriting pour les copywriters. Ok. En tous les cas, on mettra ceux qui veulent se connecter à ton compte, que ce soit toi, tu es sur Insta, tu es sur LinkedIn, tu disais que tu étais sur YouTube aussi. Et tu as un podcast, c'est ça, Florent? Tu disais que là en France. J'ai un podcast qui prend la poussière maintenant. J'ai pas sorti d'épisode depuis quand? Depuis un an et demi. C'est un podcast qui s'appelle Business Serein, qui est sur toutes les plateformes et principalement avec lequel je vais partager des réflexions perso. C'est pas du tout pro. C'est moi qui m'enregistre avec une application et mes écouteurs. Et je partage des trucs, voilà, des apprentissages. Il y a, je crois, une centaine d'épisodes dessus. Il y a des invités aussi. Merci pour l'invitation, déjà. C'était très cool. Et non, mis à part que voilà, je mords pas. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez m'écrire, que ce soit sur Instagram, LinkedIn. Je suis pas le meilleur à répondre rapidement, mais je réponds toujours. Merci beaucoup, Florent. Je vais donc terminer. On termine pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver tout ça sur nos réseaux ou sur le podcast. Je vous embrasse. Merci encore.